Voilà, donc bienvenue à ceux qui vont écouter ce webinaire effectué à l'occasion de la Journée mondiale pour le cancer. Les conditions sanitaires continuant ne permettant pas de réaliser les conférences que nous avons l'habitude d'organiser dans le cadre de la Journée mondiale du cancer. Nous vous proposons donc de prendre le sujet de la pluridisciplinarité dans le cadre de la prise en charge du cancer. Le cancer reste bien évidemment une maladie dont la prévalence ne cesse d'augmenter et aussi où la vie des patients et la survie des patients est de plus en plus grande, mais où aussi la maladie ne s'arrête pas à la fin des traitements et il y a tout un accompagnement et tout un entourage des patients, à la fois social, psychologique, traitement des effets secondaires perdurants qui sont maintenant à prendre en charge. Le plan cancer au niveau national, donc le deuxième plan cancer du Luxembourg, est essentiellement tourné vers le patient. Évidemment, on parle de la recherche, évidemment, on parle d'épidémiologie, évidemment, on parle de données cliniques, mais surtout, on s'interroge sur comment les patients vivent leur parcours, que peut-on améliorer à côté des traitements, que peut-on leur amener de supplémentaires. Alors, pour cette première table ronde, j'ai invité le docteur Caroline Duhem, qui est responsable du pôle oncologique et du Krebszentrum au centre hospitalier, et qui va nous expliquer cette notion de Krebszentrum, ce que ça comporte et ce que ça amène dans la prise en charge du patient. Et j'ai invité également Madame Marchoul, qui est une patiente qui a bien voulu venir nous faire partager son expérience dans sa prise en charge et de nous dire ce qu'elle en a apprécié, si on peut utiliser ce terme, mais aussi qu'est-ce qu'elle verrait comme amélioration dans la prise en charge des patients. Voilà. Donc, Caroline Duhem, je vous passe la parole pour expliquer ce qu'est le Krebszentrum. Eh bien, bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez pour ce webinaire. Merci pour l'invitation, Dr Boissanté. Donc, le Krebszentrum est un pôle du CHL dont l'ambition, même s'il est encore imparfaite, mais en tout cas l'ambition est de pouvoir offrir une prise en charge, une plateforme de prise en charge multidisciplinaire à tout patient atteint de cancer, nouvellement diagnostiqué ou dans le cours de son traitement, pathologie rare ou plus fréquente, en d'emblée lui offrant bien entendu les soins de base, entre guillemets, donc avec des hauts standards reconnus sur le plan international, avec un plateau technique qui non seulement au CHL, mais pour nos partenaires luxembourgeois est extrêmement bien développé, reste certainement à coordonner de manière optimale cette prise en charge, mais également de pouvoir offrir, dès le début de la prise en charge, de nouveau tout stade confondu, la possibilité, sinon l'utilisation, mais la possibilité de rencontrer des professionnels dédiés à la prise en charge et à la meilleure qualité de vie possible des patients. Et dans ce sens, le Krebszentrum, c'est bien entendu un ensemble de soignants et de médecins oncologues, mais également des médecins prenant en charge la douleur, qui interviennent de manière soit à la demande, soit de manière assez systématique dès lors que la douleur est ou risque de devenir un problème, mais également les soins palliatifs qui sont des partenaires extrêmement précieux avec lesquels nous travaillons au quotidien, que ce soit dans le cadre de consultation des cadres palliatifs, des soins palliatifs, mais
de manière peut-être plus intéressante et intégrée dans le cadre de soins d'unités mobiles qui se rendent dans les unités et proposent leurs services, que ce soit des soins palliatifs tels que l'on entend encore malheureusement dans la population, c'est-à-dire des soins de fin de vie, mais aussi et surtout plutôt une aide aux problèmes fréquemment rencontrés, aux symptômes pénibles que peuvent rencontrer tous les patients à toute étape de leur prise en charge, avec bien entendu également un transfert possible dans l'unité des soins palliatifs. Voilà surtout ce qu'est le CRIB Centrum, en tout cas l'organisation. Merci. Alors, je voulais rajouter par rapport à la prise en charge de la douleur au niveau du CHL, il y a une organisation qui s'appelle le CLUN, qui est le Comité de lutte contre la douleur, dans lequel sont représentées les spécialités particulièrement impliquées dans la prise en charge de la douleur, c'est-à-dire des chirurgiens, des anesthésistes, des oncologues, des algologues, des médecins palliatifs, des pharmaciens. Et le but de ce CLUD est de donner des guidelines par rapport à la prise en charge de la douleur, par rapport à la prévention de la douleur, de faire de l'enseignement au niveau de tous les professionnels afin d'augmenter la compétence globale de tous les intervenants auprès des patients dans le cadre de la prise en charge de la douleur. Je vais maintenant me tourner vers notre patiente et qui a fini son parcours. Tout à fait, oui. Et je voulais lui demander d'abord comment elle a ressenti cette pluridisciplinarité, qu'est-ce que ça lui a amené et qu'est-ce qui lui a manqué et à quel moment des choses lui ont manqué dans son parcours. Disons que moi j'ai été vraiment, je trouve que le CHL apporte vraiment beaucoup de compétences et de professionnels, que ce soit tant en oncologie que les médecins qui accompagnent les infirmiers, et donc là il y a vraiment un suivi régulier qui se fait et qui a été pour moi quelque chose de très important. Il y a eu des plus aussi qui étaient l'intervention de là où des psychologues, moi je n'en ai vu qu'une, mais qui a permis d'intervenir soit pour moi, soit pour ma famille. Et alors la petite touche vraiment pour moi qui a été très 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 importante à un certain stade du traitement, c'était Marie de Wulf qui est toujours d'ailleurs esthéticienne et pédicure médicale. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de vivre en tout cas le traitement de manière un peu plus légère, on va dire. Maintenant, si vous me demandez ce qui m'a manqué, ce que j'ai été en fait chercher ailleurs, à l'extérieur du CHL, ce sont des aides telles que l'acupuncture, l'hypnose, j'ai fait également de la réflexologie plantaire et des massages. Et donc toutes ces techniques en fait m'ont aidé vraiment à diminuer la douleur, à diminuer également le stress, par exemple pour les massages, à reglobaliser le corps, parce que lorsqu'on a une opération quelle qu'elle soit, eh bien on a un peu parfois tendance à oublier l'endroit ou le membre qui nous a un peu fait défaut. Et donc c'est vraiment toutes des techniques qui m'ont permis en tout cas d'aller mieux, oui. Et l'après, c'est-à-dire le retour à la vie normale. Je ne dis pas la vie d'avant, parce que je pense que le cancer, c'est comme un accident de la vie, et la vie après n'est pas la vie d'avant, mais il y a d'autres circonstances qui font que la vie d'après n'est pas la vie d'avant. Est-ce que vous auriez espéré encore une aide, ou est-ce qu'il y a encore des manquements? Je parle pour le CHL, mais je parle aussi dans le cadre du plan cancer où on s'intéresse beaucoup à ce que l'on peut faire pour les patients, comme par exemple le précédent plan cancer qui a mis en place le droit à l'oubli, qui est très important au point de vue social. Est-ce que vous voyez des choses qui sont encore
parfait. Améliorer. Disons qu'après les traitements lourds, chimiothérapie ou radiothérapie, on a quand même un suivi assez régulier en oncologie, ou que ce soit vers l'oncologue ou vers peut-être d'autres médecins également. Donc moi, quelque part, à ce niveau-là, je ne ressens pas de manque, en tout cas pour l'instant. Mais dans certains cancers, il y a évidemment un suivi pendant quelques années, et puis après, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Et donc là, peut-être, en tout cas, moi, c'est une question, je me dis, qu'est-ce qui se passe après comme suivi? On a un médicament qu'on prend tous les jours, où on se sent quand même plus protégé contre la récidive, mais voilà. Après ce médicament, après le suivi oncologique qui ne sera peut-être plus là, qu'est-ce qui se passe, quoi? Voilà, c'est plutôt une question plutôt que voilà de quoi ce qui me manque là pour l'instant. Oui, je n'ai pas encore de manque. Oui. Ok. Est-ce que vous auriez d'autres choses à dire ou des messages à donner à des patients? Mais j'apprécie beaucoup ce que vous avez dit là tout à l'heure, juste en posant la question, c'était que on reprenait sa vie, mais sans pour autant, enfin, on reprend une autre vie, on change un petit peu, et je trouve que c'est important, en tout cas, de changer les choses et de se recentrer sur soi, de se poser la question de, tiens, qu'est-ce que j'ai peut-être pas fait de mal, mais qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour moi? Se recentrer sur soi, prendre plus de temps pour soi et peut-être pour les autres également, mais en ne s'oubliant pas. Et je crois qu'il y a beaucoup de ça, beaucoup de gens avec qui j'ai discuté, de personnes qui ont eu le cancer avec qui j'ai discuté, se recentrent sur eux-mêmes, font des choses un petit peu plus pour eux et avec les autres, parce qu'on dit souvent, oui, mais penser à soi, c'est égoïste. C'est pas du tout le cas. Je pense qu'on doit être quelque part la personne la plus importante de sa vie si on veut continuer justement à être présent pour ses enfants, pour son conjoint, son travail. Donc il faut se faire fonctionner correctement pour pouvoir continuer à vivre dans la société. Donc ne nous oublions pas. Ok, je vous remercie infiniment de votre témoignage et de ce que vous nous avez dit, qui est très instructif pour nos travaux d'avenir. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour illustrer le fonctionnement de cette pluridisciplinarité et surtout de ces prises de décision des traitements des patients, a été mise en place depuis le premier plan cancer, ce qu'on appelle les RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaires. Et donc le docteur Berchem, qui malheureusement ne pouvait pas participer physiquement à cette table ronde, a enregistré pour vous un message concernant ce que sont les RCP, quel est leur fonctionnement et quels sont leurs objectifs. Alors, les RCP ou réunions de concertation pluridisciplinaire existent dans quelques hôpitaux depuis presque maintenant une vingtaine d'années. Ils ont été généralisés par le premier plan cancer, où ils ont été peut-être un peu réorganisés et sont en fait généralisés pour quasiment toutes les sortes de tumeurs et tous les patients depuis quelques années. Donc l'idée est de discuter de la prise en charge du patient entre différents médecins qui sont impliqués dans son traitement, par exemple un radiothérapeute, un oncologue, un chirurgien, un pathologue, etc., pour trouver le meilleur traitement possible. Et je pense que c'est un droit pour le patient d'avoir accès à une RCP de nos jours. Quand je parle de droit, on peut évidemment se poser la question du bénéfice pour le patient de ces RCP. Le bénéfice principal, c'est que les patients aient tous la même chance ou les mêmes chances, qu'ils soient tous discutés par un groupe d'experts et pas seulement un médecin tout seul dans son coin. Tout expert qu'il soit, un médecin peut toujours voir les choses différemment et c'est en discutant avec ses collègues que le meilleur traitement peut être trouvé. Donc ça, c'est le bénéfice essentiel de ces RCP.
Il existe des RCP locales, ce qui est le grand nombre des RCP qui sont organisés dans les différents hôpitaux pour les maladies, je dirais, courantes, genre cancer du sein, cancer du côlon, etc. Maintenant, l'Institut national du cancer, depuis quelques années, a organisé des RCP nationales pour les pathologies plus rares, genre les sarcomes, les tumeurs germinales, les tumeurs hématologiques lourdes, etc. Donc ces RCP sont alors aussi organisés dans certains hôpitaux, mais organisés par l'INC et regroupent tous les hôpitaux du pays. En ce qui concerne les RCP moléculaires, ceci est un concept beaucoup plus nouveau. Donc en fait ici, il s'adresse à des patients où on a un peu épuisé les possibilités thérapeutiques classiques, où on demande alors un séquençage moléculaire de leur tumeur, ce qui veut dire qu'on va envoyer la tumeur dans un laboratoire où tous les gènes de la tumeur sont ou bien séquencés complètement ou alors certains gènes sont séquencés pour voir s'il y a des mutations qui pourraient servir à de nouveaux traitements. Ce séquençage est en train d'être mis en place au Luxembourg, au Laboratoire national de santé, et les patients beaucoup plus largement pourront profiter de cette approche. Il suffit néanmoins pas de faire un séquençage des gènes, il faut aussi comprendre ce que ces mutations veulent dire. Et ces RCP moléculaires servent exactement à ça. Ils regroupent alors des experts moléculaires de la tumeur, qui en général sont étrangers pour le moment, et qui discutent de chaque cas et analysent le cas très en détail. Voilà, donc nous continuons notre programme sur la pluridisciplinarité dans la prise en charge du cancer et nous allons vous exposer la façon dont est prise en charge les tumeurs solides digestives et en particulier le cancer du pancréas. Et pour cela, j'ai invité le docteur Rousseau, chirurgien viscéral, Carole Bauer, qui est oncologue, et Katia Goncalves, qui est psychologue et qui est en partie responsable d'un projet institutionnel qui est la préhabilitation du patient oncologique. Exactement. Voilà. Donc, avec l'âge que j'ai, je me souviens que l'oncologie et que la chirurgie oncologique, il y a bien des années, consistait à retirer l'organe malade et voilà, le patient retournait à la maison et c'était à peu près, il y a 40 ou 50 ans, ce qu'était la chirurgie oncologique et qu'il n'y avait pas d'interaction avec d'autres spécialités. L'oncologie des tumeurs solides était aussi dans les limbes. Et donc maintenant, tout a changé. Donc je vais d'abord donner la parole au docteur Rousseau qui, lui, voit en premier les patients, parce qu'en général, ils lui sont envoyés par la spécialité d'organes en général, et puis de voir comment il va travailler avec l'oncologie et ensuite les propositions de notre programme de préhabilitation. Merci, déjà. C'est vraiment changer le métier de la chirurgie pour une raison principale, parce qu'aujourd'hui on s'est rendu compte que les résultats de la chirurgie toute seule, ils ne sont pas du tout suffisants. Les autres spécialités, en particulier l'oncologie, elle a fait des progrès énormes. Et donc, c'est vraiment l'interaction entre la cancérologie et la chirurgie qui peuvent amener à de bons résultats. Il y a un autre joueur dans la pièce et c'est surtout les patients. Parce qu'avant, les patients, c'était un spectateur passif qui subissait un traitement. Aujourd'hui, non, c'est un participant actif et donc, vu que le parcours de traitement, particulièrement des tumeurs du pancréas, il est très lourd
avec plusieurs types de traitements, il a besoin d'être préparé. Et ça, on verra après avec le programme de préhabilitation. Donc la chirurgie, c'est sûr, ça reste un moment important, mais quand la faire, par exemple, c'est déjà la première question. Et ça, c'est une question qui est décidée cas par cas avec les cancérologues et les autres spécialistes, parce que le timing de la chirurgie, c'est fondamental. On peut dire que la plupart des cas aujourd'hui, ils sont opérés en deuxième intention, après un traitement par chimiothérapie. Quel type de chirurgie? Aujourd'hui aussi, on peut, pour les mêmes tumeurs d'il y a 20 ans ou 30 ans, on a plusieurs techniques. Donc aujourd'hui, on privilégie tout ce qui a moins d'impact chez les malades, donc la chirurgie mini-invasive, que ce soit cellio ou robotique. C'est sûr que ça amène en plus pour le traitement du patient et pour sa récupération. Mais à nouveau, et après je passerai la parole à ma collègue cancérologue, la chirurgie, le moment dans lequel le faire, c'est une question individuelle. Il ne faut pas être pressé pour opérer un malade, parce que parfois, c'est 1000 fois mieux de faire de la chimio et de les préparer. Docteur Boer, donc votre intervention comme oncologue et donc la séquence des bilans et du timing des différents traitements proposés. Donc je pense que c'est déjà pour commencer très important d'être pluridisciplinaire pour de travailler plusieurs spécialités ensemble. Ensuite, c'est important de faire un très bon bilan avant de faire n'importe quel traitement, puisqu'il faut que le bilan soit complet. Il faut qu'il ait eu toutes les radiologies, il faut que notre histologie, si on peut l'avoir, ça veut dire la biopsie, les résultats et les traitements maintenant varient aussi en fonction du type de cancer. Un cancer n'est plus un cancer. Maintenant, on a des sous-groupes de cancer, on a de la génétique qu'on fait sur les histologies et le traitement peut parfois vraiment changer en fonction du type de cancer. Donc, ce qui est important, et ça, c'est parfois dur pour les patients puisqu'on dit on doit encore faire un scanner ou on doit encore attendre un résultat puisqu'ils veulent être pris en charge le plus vite possible, ce qu'on comprend puisqu'on a peur quand on a un cancer. Mais c'est très important de faire un bilan complet et de faire un bon bilan avant et de discuter avec les différents intervenants pour faire le bon traitement. Et ça, on essaye de le faire le plus vite possible et le mieux possible avec tous les acteurs et toutes les spécialités, aussi en discutant ensemble en réunion pluridisciplinaire, puisque c'est très important que les patients soient aussi présentés dans ces réunions et qu'on discute tous ensemble. Alors pendant ce temps, j'allais dire, va pouvoir s'instaurer le programme de préhabilitation. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est le programme de préhabilitation? Alors, le programme de préhabilitation est constitué d'une prise en charge multidisciplinaire qui va durer environ 4 à 6 semaines et qui vise à préparer le patient de différents points de vue. Donc, que ce soit sur le point de vue psychologique, fonctionnel, nutritionnel et social. On a la chance d'avoir une infirmière coordinatrice qui va avoir le patient lors d'un premier entretien. Le patient est adressé soit par l'oncologue, soit par le chirurgien. L'infirmière coordinatrice va devenir la référente. Elle va faire un bilan initial. Elle va aussi coordonner l'intervention des autres intervenants qu'il va donc y avoir. Et c'est très important de savoir qu'il y aura une prise en charge ici au CHL avec des entraînements physiques une fois par semaine. Le patient va aussi on va aussi lui demander de faire ses entraînements 2 fois par semaine à la maison. Il y aura aussi un suivi psychologique et un suivi nutritionnel qui aura lieu une fois toutes les 2 semaines. Notre but, c'est aussi de faire en sorte que le patient vienne le moins souvent possible à l'hôpital. Donc, on va toujours coordonner les rendez-vous entre nous. On va toujours faire en sorte que si le patient vient me voir moi pour le suivi psychologique, qu'il voit le kiné ou l'infirmière coordinatrice ou l'oncologue ou la diététicienne aussi. Car on sait qu'un patient suivi en oncologie va avoir beaucoup de rendez-vous, beaucoup de passages à l'hôpital et on veut vraiment minimiser ces passages. Comme a dit Dr Rousseau aussi, le patient est un partenaire à part entière.
Sans lui, le programme ne va pas fonctionner. Donc c'est très important que le patient se sente engagé et motivé à participer à ce parcours et à travailler avec nous. Donc c'est vraiment l'empowerment, qui est le terme à la mode, des patients. Et je pense qu'il y a déjà des publications sur l'amélioration des outcomes cliniques des patients qui font par exemple déjà de la rééducation et de l'entraînement physique en préopératoire. Je pense que ça a été publié pour le sein et aussi pour certaines chirurgies digestives. Là, vous avez mis le point sur ce que c'est le point du côté scientifique. Ce qu'on sait aujourd'hui dans les publications, que c'est la prise en charge multifactorielle. Ça veut dire qu'il ne faut pas limiter la préhabilitation, par exemple, exclusivement à la kiné, ou exclusivement à la prise en charge psychologique, ou exclusivement à la partie diététique. Donc, il faut qu'il y ait plusieurs axes d'action. Et ici, au CHL, on est arrivé tous ensemble à le faire. Là, il y a 4 axes d'action, parce que pour les patients plus âgés, on a mis aussi dans les circuits des gériatres, pour tous les malades qui ont plus de 75 ans. Mais le but, c'est lequel? De rendre les malades en bonne condition pour une grosse opération. C'est comme pour les athlètes. C'est inimaginable pour un athlète, un marathonette qui doit faire une compétition, de passer ses journées avant la compétition dans un lit ou dans un fauteuil. Il ne pourra pas gagner sa compétition. Là, c'est un peu la même chose. L'intervention chirurgicale ou le traitement chimiothérapie néoadjuvant, c'est très fatigant. Il faut que les malades soient en bonne forme, donc il faut les aider. Et ce programme il est constitué pour ça. Les publications scientifiques montrent que dans certains cas, on arrive à réduire les complications, surtout post-opératoires, et à faciliter la réhabilitation pour après. Pourquoi la réhabilitation c'est important? C'est parce que, comme on a dit jusqu'à maintenant, ce n'est pas un seul traitement pour le cancer du pancréas. Il faudra faire peut-être de la chimio avant, de la chirurgie et de la chimio après. Et donc, il faut suivre les malades, il faut les maintenir en bonne forme. Et si je peux me permettre aussi, nous, dans le projet de préhabilitation, on va aussi faire un bilan final, 6 semaines après la sortie d'hospitalisation, pour voir si les bénéfices qu'on a travaillés tout au long du parcours restent présents et ont permis aux patients de mieux faire face à cette chirurgie, à cette intervention chirurgicale qui est quand même assez lourde, assez conséquente. Est-ce que je peux vous demander quel est le degré d'adhérence des patients, puisque vous êtes sur le terrain, quelle est l'adhérence? Est-ce que les patients sont très adhérents à ces propositions? Je crois que les patients qu'on a eu jusqu'à maintenant dans le programme ont quand même été très adhérents. Ils ont bien évidemment que le fait de savoir qu'on va vraiment faire en sorte que les rendez-vous aient lieu sur un jour, ça les soulage aussi de savoir, ok, je ne vais pas devoir faire des allers-retours tout le temps à l'hôpital. Ils savent aussi, on leur explique, notre infirmière coordinatrice leur explique très bien que le but, c'est qu'on ait moins de complications post-opératoires et que le programme peut en effet leur aider dans tout ça. Et donc l'adhérence, l'engagement est quand même là, la motivation est là. Et comment ça se passe après? Parce que là, on est avant, et puis après, le patient, il continue son parcours. Quel est le lien entre l'avant et l'après? C'est vrai que peu importe si on est dans le projet de préhabilitation, dans une prise en charge, je vais dire oncologique normale, souvent les patients, après, se sentent un petit peu perdus. Moi, ce que je propose, c'est aussi de les suivre par après. Donc, je vois quand même les patients par après, même quand ils sont sortis du projet de préhabilitation. Donc, même après ces 6 semaines après sortie, donc après le bilan final, je continue à les voir pour qu'ils aient quand même un petit peu encore une personne de référence qui puisse être là et qui puisse les suivre, car psychologiquement parlant, c'est quand même assez lourd aussi. Et comme a dit Dr Bauer, c'est quelque chose qui fait peur, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Et on essaie vraiment de les suivre aussi par après. Et on sait, il y a eu, excusez-moi, mais il y a eu des études qui ont montré aussi que l'anxiété est parfois même encore plus grande après le traitement. Puisque pendant le traitement, parfois on est tellement dedans
Et on a tellement de choses à faire, on a des effets secondaires des traitements. Et après, quand on est lâché dans la nature, entre guillemets, quand tout va mieux, là, on commence à réfléchir et à se poser des questions. Et donc, c'est très important, je pense, qu'on garde le contact par la suite. Les patients disent souvent que quand ils sont dans ce train, ils sont en mode automatique. Ils doivent fonctionner. Et quand ils sortent, ils sont à la gare. Ils sont à la gare et ils ne savent pas où aller. Et c'est vrai que c'est très compliqué par la suite, d'où on essaie quand même de maintenir un contact par la suite aussi. Ok, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. De cet exemple de prise en charge multidisciplinaire et de cette nouvelle proposition de préhabilitation dans le parcours du patient oncologique. Voilà. Merci à vous. Merci. 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 Bon, donc nous continuons notre webinaire sur le thème de la pluridisciplinarité. Et donc, j'ai invité pour cette table ronde des gens qui sont très importants dans la prise en charge des patients, que les patients ne voient pas toujours, mais qui sont des collaborateurs indispensables dans le parcours oncologique du patient. Donc, Aurore Martinez, qui est pharmacienne clinicienne. Tout à fait. Emmanuelle Handler, qui est aussi pharmacienne. Bonjour. Et qui a des contacts directs avec les patients pour la dispensation des traitements, avec les nouveaux traitements oraux en termes d'oncologie. Et Joël Hartz, qui est donc radiopharmacien. Nous avons la chance au CHL d'être le premier hôpital à pouvoir disposer d'un radiopharmacien. Il va nous expliquer brièvement quel est son rôle excessivement important dans le diagnostic et dans le traitement des patients. Voilà. Donc, Aurore, je vais te demander de commencer et de parler brièvement donc, de ton rôle de pharmacienne clinicienne. D'accord. Et bien alors moi je vais commencer par brièvement vous présenter en quelques lignes déjà un premier pan de notre métier, donc du rôle du pharmacien en production. Alors le pharmacien, grâce à ça, il sécurise à chaque étape le circuit du médicament. Donc ainsi, dès le départ, dès la réception des médicaments jusqu'à leur préparation, nous monitorons la température de nos locaux pour s'assurer de la bonne conservation des médicaments. Que de vous dire de plus? Donc le pharmacien dans la production, il peut également encoder tout ce qui est schéma thérapeutique des traitements anticancéreux injectables et donc en collaboration avec les médecins. Et pour ce faire, il doit veiller à pas mal de choses, que les pré- et post-médications soient bien encodés, que l'ordre d'administration soit bien respecté, que les diluants, les vitesses d'administration sont bien mentionnés, voilà, que les intervalles entre chaque cycle aussi sont bien respectés. Voilà, donc ça fait partie de notre quotidien. Mais ce qu'on fait vraiment tous les jours, lorsqu'en fait on reçoit un traitement anticancéreux injectable prescrit dans ce fameux logiciel dans lequel les schémas thérapeutiques sont encodés, nous, on doit valider ce traitement. Et donc, on doit bien veiller à ce que ce soit le bon schéma thérapeutique qui soit prescrit, que ce soit les bonnes doses et que l'intervalle entre chaque cycle est bien respecté. Ensuite, donc, ce sont des préparateurs en pharmacie hospitalière qui réalisent la production. Et ça se fait donc dans des salles propres de façon stérile. Et donc, le pharmacien, pour ce faire, il doit veiller au bon respect des bonnes pratiques de fabrication. Et alors, cette production, elle est contrôlée en permanence par pesée et également par prise de photos. Et donc, ainsi, le pharmacien, il peut superviser chaque étape de la préparation grâce justement aux photos prises par le logiciel. Et enfin, on libère les produits finis en contrôlant visuellement que tout va bien et on l'envoie au service concerné. Donc voilà, ça c'était en gros ce que fait le pharmacien en production. Et après, j'enchaîne alors sur le rôle... Alors, le rôle de la pharmacienne clinicienne. Voilà, alors un autre pan de mon activité, donc c'est la pharmacie clinique. Alors en oncologie, c'est une toute nouvelle activité qui vient de débuter. Et donc la pharmacie clinique, en fait, elle fait le lien entre la pharmacie et les services.
Et le patient, il est placé au centre de cette activité. Et dans le cas des patients atteints d'un cancer, ce sont des patients polymédiqués. Et donc, entre autres, ils ont le traitement justement anticancéreux injectable ou oral, les traitements qui visent à réduire les effets indésirables de ces traitements-là en question, et leur traitement habituel. Donc, en gros, ça justifie pleinement le fait que la pharmacie clinique s'intéresse à l'oncologie. Voilà, le pharmacien clinicien, il est en collaboration étroite avec le médecin et le personnel de soins. Et au quotidien, en fait, il revoit tout ce qui est prescription médicale afin d'optimiser justement tout ce qui est médical et d'éviter la survenue d'événements indésirables. Et aussi, il participe à la gestion des effets indésirables s'il y en a. Voilà, que dire de plus sur l'activité du pharmacien clinicien? Il rédige également des protocoles à l'attention des médecins et du personnel de soins. Il participe aux réunions de staff, il collabore avec les médecins pour tout ce qui est notification des pharmacovigilances. Alors la pharmacovigilance, on entend par pharmacovigilance la déclaration en fait des effets indésirables qui surviennent lors de l'administration des médicaments. Et il faut savoir en plus que cette activité de pharmacien clinicien, elle est en plein développement, on va dire, et à terme, on aimerait par exemple développer et faire le lien entre justement l'hôpital et la ville au travers de lettres de sortie, enfin voilà, de documentation à remettre aux patients ou autre, quoi. Voilà, merci beaucoup. Donc ça fait aussi le lien donc avec la dispensation au niveau de l'hôpital par les pharmaciens de ces nouveaux traitements oraux et de leur surveillance. En effet, déjà depuis plus de 10 ans, en fait, la pharmacie accueille les patients dans des bureaux dédiés pour leur délivrer les traitements qu'ils vont prendre à la maison, donc des traitements oraux, et ça nous permet d'accueillir le patient dans un cadre vraiment dédié pour ça, avec la réponse à leurs questions. Ça nous permet de leur expliquer ou de leur réexpliquer, de redonner les informations sur les modalités de prise de leur traitement, sur les effets indésirables éventuels, sur les interactions qu'il pourrait éventuellement y avoir avec leur autre traitement, d'échanger par rapport à des questions qu'ils n'ont pas osé poser peut-être à leur médecin ou qu'ils ont oublié de poser au médecin au cours de la consultation. Et donc, on sert de relais aussi pour des questions qui resteraient en suspens. On peut à cette occasion-là aussi leur remettre de la documentation. Aurore parlait justement de brochures, de choses comme ça qui sont en cours d'élaboration d'ailleurs de notre côté. En fonction des besoins, des questions qui sont posées, on peut remettre cette documentation-là. Et on fait un suivi personnalisé puisqu'on a aussi un dossier à la pharmacie pour suivre l'historique des patients et avoir un meilleur suivi auprès d'eux. Et la dispensation dans le cadre de la pharmacie hospitalière, ça permet aussi d'avoir accès à des traitements innovants et pour certains très innovants parce qu'on a aussi des produits qui ne sont pas encore commercialisés, qui sont en phase de post-études cliniques et qui n'ont pas encore d'autorisation de mise sur le marché. Donc on est sur des phases un peu transitoires et dans l'attente que le produit soit commercialisé, on a la chance d'avoir des accès anticipés à certains traitements particulièrement innovants, ce qui est une grande chance. Tous les protocoles compassionnels et tous les NID programmes qui permettent l'accès à des médicaments qui ne sont pas encore... c'est ça. Donc voilà, donc je pense que ça c'est un rôle excessivement important et un bénéfice pour le patient. Je vais poser une question. Comment est la compliance? Est-ce que justement en faisant ces consultations et de cette dispensation de façon comme une consultation médicale, vous avez amélioré la compliance des patients vis-à-vis des traitements? Alors j'espère, parce que c'est ce qu'on cherche en tout cas à faire, parce que en réexpliquant, en redonnant toutes les informations aux patients, on cherche vraiment à le rendre autonome et acteur pleinement de son traitement, de manière à ce qu'ils comprennent l'intérêt de la prise du traitement, comment améliorer, peut-être que l'horaire de prise n'était pas le bon et que ça ne convenait pas parce qu'il y avait un autre traitement associé et donc on propose de décaler la prise avec le repas, sans le repas. On essaye de bien expliquer toutes les interactions aussi, parfois avec la nourriture aussi qui peuvent survenir, de manière à améliorer le ressenti du patient aussi et lui faciliter la vie avec son traitement et qu'il devienne tout à fait autonome là-dedans et que lui-même parfois puisse nous donner des astuces
plus, qu'on peut redonner à d'autres patients par la suite. Et ça, c'est des échanges qu'on aime beaucoup. Ah oui, donc ça c'est important, parce qu'on sait très bien qu'en oncologie, les traitements par voie orale, le problème de la compliance au bout d'un certain temps est un problème, en particulier pour les hormonothérapies, où on voit qu'au bout d'un an et demi de traitement, on a des échappements et des problèmes de compliance. Donc le fait d'avoir ce suivi, je pense, doit améliorer la compliance du patient. Ouais. Vous avez aussi un autre rôle qui s'occupe du cannabis. Alors oui, je suis aussi en charge de cette dispensation-là. Alors c'est encore un projet très embryonnaire, mais disons, c'est aussi, on a parlé de la douleur tout à l'heure, c'est aussi un autre aspect de cette dispensation au niveau de la pharmacie. Oui, tout à fait. C'est encore un projet dans sa phase pilote qui a été mis en place par le ministère de la Santé déjà en 2019 et donc qui permet l'accès à du cannabis thérapeutique aux patients, entre autres souffrant de maladies cancéreuses. Voilà. Et donc là, vous faites l'éducation, aux premières délivrances, le suivi et des patients. Exactement. En plus, comme c'est dans le cadre d'un programme national, il y a tout un suivi effectivement qui nous est demandé et qu'on fait à chaque délivrance aux patients. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous allons sortir de sa boîte le troisième. Le troisième pharmacien et le radiopharmacien qui nous explique son rôle et cette nouvelle profession au Luxembourg. Ce n'est pas une nouvelle profession pour d'autres pays, mais en tout cas cette nouvelle profession au Luxembourg. Donc effectivement, le mot radiopharmacien, c'est un nouveau terme au niveau du Luxembourg. C'est avant tout un pharmacien, donc quelqu'un qui est en contact professionnel avec les médicaments, mais des médicaments qui sont très particuliers puisque ceux-ci sont radioactifs et on les appelle d'ailleurs les médicaments radiopharmaceutiques. Alors ça peut paraître paradoxal d'avoir un produit qui est radioactif pour soigner ou détecter des cancers, étant donné que des grandes quantités de radioactivité peuvent créer des cancers. Mais dans le cas présent, on utilise justement une propriété très particulière de la radioactivité qui est son extrême sensibilité. Bon, les produits que nous administrons sont administrés en petite quantité et donc on obtient des informations avec ces petites quantités, des informations extrêmement importantes et de manière très précoce. Donc ça permet de détecter éventuellement des tumeurs de manière très précoce. Alors quel est le rôle du radiopharmacien là-dedans? Bien, comme il s'occupe des médicaments, il va notamment gérer tout ce qui est commande de produits radioactifs, parce que ces produits radioactifs ne peuvent pas être stockés puisqu'ils sont instables. Il va falloir les commander à des dates bien précises de manière à pouvoir les administrer à un patient bien particulier. Une des grosses caractéristiques de nos produits également, c'est que ce sont des produits de très courte durée de vie et pour certains, il faut les préparer, en tout cas les mettre en forme vraiment à la dernière minute avant l'administration. Et c'est, disons, une partie un peu de préparation du médicament radioactif qui doit être effectué au dernier moment, juste avant l'administration. Et donc là, effectivement, le radiopharmacien va également participer à cette fabrication de manière à garantir que cette dernière étape, disons, de fabrication soit particulièrement correcte et que le médicament puisse jouer son rôle. Donc, les médicaments radiopharmaceutiques peuvent être utilisés pour diverses applications. Tout d'abord, ils vont permettre de détecter les tissus malades, et donc c'est une application diagnostique qui va permettre d'établir le diagnostic ou de voir l'évolution éventuelle de la maladie. Par ailleurs, on peut également utiliser le caractère destructeur de la radioactivité pour cibler certaines cellules, les cellules malades, et les détruire en les irradiant spécifiquement. Donc depuis quelques mois, nous proposons ici au CHL et au Centre national PET un radiodiagnostic tout à fait nouveau qui est la détection du cancer de la prostate grâce à un isotope particulier qui est le gallium-68 couplé à ce qu'on appelle le PSMA, groupe donc qui va pouvoir cibler les cellules de la prostate
cancéreuse. Ce diagnostic tout à fait nouveau permet de détecter assez précocement les tumeurs prostatiques et qui permettent donc un meilleur suivi dès le début de la maladie pour ces patients. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc, je pense que tout le monde pourra voir le rôle important des pharmaciens dans toutes leurs facettes dans cette prise en charge interdisciplinaire des patients oncologiques. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors pour cette dernière thématique, nous poursuivons avec l'interdisciplinarité, mais nous allons parler de l'interdisciplinarité des soins autour du patient et donc du rôle quelque part de chef d'orchestre des soignants, parce que je pense que pour un patient oncologique, la personne qu'il voit le plus souvent, le plus fréquemment et qui est le plus son repère, c'est son ou ses infirmières. Donc voilà, donc Peggy Unrod va nous parler donc de ce rôle des infirmières coordinatrices, infirmières d'annonce et donc coordinatrices aussi des autres acteurs soignants autour du patient. Alors tout d'abord, effectivement, l'interdisciplinarité en santé au sein du CHL, c'est l'harmonisation des liens entre les différentes spécialités afin de répondre à la problématique d'une personne soignée durant son parcours. Et il est essentiel à ce moment-là de retrouver le rôle principal de l'infirmière qui va recueillir l'ensemble des données, que ce soit en hospitalisation ou que ce soit en ambulatoire, et qui va reprendre tous les éléments clés qui permettent d'assurer la prise en charge dans sa globalité de la personne soignée, c'est-à-dire dans le domaine psychologique, dans le domaine social, et de venir à tenir compte de son corps sans se centrer uniquement sur la maladie et le traitement. Et pour cela, il est essentiel qu'on vienne à tenir compte de ses habitudes et surtout de ses attentes, pour en faire un vrai patient partenaire et venir en fait à avoir un parcours qui est totalement structuré, correspondant à ses besoins. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de venir à savoir quelles sont les informations dont il a besoin, quelle est la formation dont il a besoin pour lui et pour l'ensemble de ses proches. Et c'est pour ça qu'on retrouve en fait de multiples acteurs dans cette interdisciplinarité qui vont interagir pour répondre, lorsque la personne a un besoin de garde d'enfant, faire intervenir l'assistante sociale, lorsqu'il y a un trouble nutritionnel, faire intervenir la diététicienne, lorsque l'on fait une évaluation à un moment donné avec le stress thermomètre, faire intervenir la psychologue, et faire intervenir quand on a un problème sur l'estime de soi et un travail en fait sur l'ensemble de sa peau, la socio-esthéticienne. Donc tous ces acteurs-là vont être nécessaires et c'est l'infirmière coordinatrice dans chacune des spécialités qui va venir à identifier à chaque fois la problématique et faire intervenir la personne dédiée pour répondre à ses attentes. Et ce parcours-là a été fait de façon importante, répondant à des normes et des exigences de l'ensemble en fait de nos prestataires alors la Joint Commission internationale, le Concertification, et ce sont en fait tous ces organismes de certification qui nous ont demandé de répondre à ces exigences, et pour chaque personne soignée, on retrouve en fait un parcours complet. Alors, je voulais vous dire aussi que cette exigence, en tout cas ce souhait, est dans le plan cancer actuel, qui est construit principalement autour des besoins du patient. Et donc, c'est un sujet excessivement important qui est à traiter. Une question, c'est la phase de je ne vais pas dire post-maladie, mais un petit peu comme ça, mais la phase post-traitement, quand le patient se retrouve, je dirais, plutôt seul. Et on en a parlé avec la première intervenante patiente qui était là. Je pense que s'il y a un manque, c'est peut-être une certaine discontinuité entre les services de l'hôpital et ce qu'ils donnent encore un certain temps, et puis le retour du patient dans son environnement et dans sa vie. Ce sera
C'est peut-être encore un challenge pour l'avenir, mais déjà c'est une très belle chose que l'interdisciplinarité, que moi j'appelle souvent la transdisciplinarité, parce que finalement chacun connaît un petit peu ce que fait l'autre et acquiert aussi une certaine compétence dans la compétence de l'autre dans cette transdisciplinarité. C'est vrai que la compétence demeure essentielle et l'expertise ne se fait qu'au travers du temps. Et c'est surtout sur les retours en fait des personnes soignées que l'on vient à s'enrichir quotidiennement. Et il est tout à fait clair qu'on est déjà en réflexion sur le devenir et l'après-cancer. Et c'est vrai que vous parliez du plan cancer, et c'est vraiment cette réflexion effectivement de l'après-cancer et de venir à réfléchir à maintenir quand même en fait un accompagnement et maintenir et venir à veiller à permettre à la personne de lui donner tous les atouts, que ce soit au niveau corporel, parce qu'il peut y avoir en fait un changement de l'image de soi, un changement de l'estime de soi, et de faire intervenir et de continuer par la suite de trouver des moyens, soit par des activités sportives, soit par de l'art-thérapie, soit par d'autres éléments qui lui permettent de reprendre contact avec sa propre vie. Voilà, écoutez, merci beaucoup et continuez cette belle activité. Donc pour parler d'interdisciplinarité, on a autour de la table des intervenants, une diététicienne, Clémentine Archen, une psychologue, Vanessa Grandjean, bonjour, et une esthéticienne, Marie de Wulf. Et pour ceux qui ont suivi notre webinaire depuis le début, vous avez pu entendre tout le bénéfice dont a parlé la patiente qui était là, de pouvoir bénéficier de ses fonctions et de ses soins au cours de son parcours oncologique. Alors, on va peut-être commencer par la diététicienne, qu'elle nous parle un petit peu de l'alimentation et l'oncologie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de problèmes d'alimentation qui ne sont pas simplement qu'est-ce que je dois manger, combien, mais il y a aussi beaucoup de représentations et beaucoup de problèmes par rapport à l'alimentation pour le patient oncologique. Tout à fait. Alors le cancer et les traitements antinéoplasiques, ils affectent beaucoup les fonctions biologiques, mais aussi l'état nutritionnel du patient. Les traitements, ils provoquent parfois et même très souvent des effets secondaires, tels que la nausée, les vomissements, la diarrhée, des irritations des muqueuses et bien d'autres. Ces effets secondaires, eux, ils ont pour conséquence la difficulté des patients pour s'alimenter. Le goût et l'odorat souvent s'altèrent, voire même ils disparaissent. Tout cela, ça entraîne une difficulté alimentaire. Les patients perdent de l'appétit, perdent du poids, mais perdent l'envie aussi de manger. Ça, ils n'ont plus du tout. Les apports alimentaires donc, deviennent complètement insuffisants. Il y a une perte de poids. La fatigue s'accroît encore plus. Donc mon rôle ici, c'est surtout d'adapter l'alimentation du patient pour qu'il ait plus de facilité à supporter les effets secondaires, pour maintenir son poids stable bien sûr aussi, de diminuer la fatigue et surtout qu'il retrouve du plaisir à manger. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais le premier plaisir, il vient par la bouche, le plaisir de manger. Oui, je pense que l'oralité... Notre psychologue peut peut-être en parler, et que c'est effectivement un sujet important pour le patient oncologique. Ça rentre aussi dans l'estime de soi. A-t-on envie de nourrir un corps malade? On n'a plus le plaisir, et ce plaisir d'oralité de la nourriture. Donc j'aime beaucoup votre approche de diététicienne qui ne vient pas nous raconter qu'il faut prendre 10 petits suppléments alimentaires, qui est sûrement très très bien, mais
qui n'est pas toujours facile à prendre. Et qui n'est pas facile à prendre parce que si les odeurs sont pas fantastiques, les odeurs des suppléments alimentaires ne sont pas non plus fantastiques. Et effectivement, pour manger, même quand on est en bonne santé, il faut avoir le plaisir et l'envie de manger. Donc, votre rôle là est aussi important de cet abord de l'alimentation chez le patient oncologique. Merci. Vanessa. Donc Vanessa, oncopsychologue que je connais depuis des années, qui n'a pas arrêté de se former et d'amener des méthodes et des propositions aux patients de plus en plus variées. Et donc j'aimerais bien que tu nous parles d'une part brièvement de ce qu'est l'oncopsychologie et de qu'est-ce que le cancer comme finalement, je dirais, événement traumatique dans la vie, puisque c'est ainsi maintenant qu'on a tendance à le présenter. Et donc, quelles ressources vas-tu chercher chez les patients? Quelles recettes vas-tu leur donner pour qu'ils reprennent confiance et participent à leur traitement? Et d'autre part, il y a une autre partie qui est le patient a une famille, le patient a des proches, et comment il va reprendre son rôle, comment il va pouvoir parler de sa maladie ou ne pas parler. Et voilà. Donc c'est un vaste sujet. Quelques minutes, voilà, s'il te plaît. Donc l'oncopsychologie ou la psycho-oncologie, c'est vraiment une prise en charge des patients qui ont un diagnostic de cancer, pour les accompagner tant le patient qu'accompagner sa famille, aussi par rapport à ce que tu as raconté, au niveau de la qualité de vie aussi. Donc il faut savoir que lorsqu'on reçoit l'annonce d'un cancer, que ce soit tant pour le patient que sa famille, on est dans un état de choc et ça a un impact comme une vague de tsunami à différents niveaux. Et donc l'accompagnement psychologique, on essaye de mettre en place différentes techniques pour accompagner au mieux le patient selon les problématiques qu'il peut rencontrer. Ça peut être au moment du choc de l'anxiété, il peut y avoir des symptômes de dépression, il peut y avoir des symptômes de stress post-traumatique qui se manifestent à un moment donné. Donc on s'adapte en fonction de l'évolution, car il faut savoir que les patients en oncologie ont une grande aussi résilience en eux et ils ont une capacité à faire face à cet événement et donc ils développent des ressources. Quelquefois, ils ont assez de ressources en eux, quelquefois, ils ont besoin d'un coup de pouce de différents intervenants, des intervenants qui sont autour de cette table ici, ou plus spécifiquement avec nous, nos approches psychothérapeutiques, tant pour le patient que pour la famille. Et encore dernièrement, j'ai vu le mari d'une patiente qu'on suit maintenant depuis des années, et c'est lui qui maintenant a plus de difficultés, parce que lui, justement, n'a plus beaucoup de ressources psychologiques pour continuer d'accompagner son épouse, et donc c'est lui maintenant qu'on prend en charge. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour en quelques minutes. Et quelle technique alors? Parce que tu as développé quand même l'hypnose, le MDR. Donc, Alors, on travaille donc avec ces deux techniques-là. Donc, les différents psycho-oncologues de l'hôpital sont formés autant à l'hypnose qu'à le MDR. Donc, l'hypnose, c'est vraiment pour apprendre au patient d'aller rechercher des ressources psychologiques qu'il a en lui. On a tous, depuis notre naissance, des ressources qu'on a accès ou qu'on n'a pas accès. Donc l'hypnose permet d'y accéder pour justement faire face à des chimiothérapies, faire face à des prises de sang, aller en IRM, faire face à différents moments. Et le MDR est plus une technique pour la gestion des traumatismes, que ce soit l'annonce d'un diagnostic, que ce soit lors d'une chimiothérapie avec la perte des cheveux, que ce soit à un moment d'un examen qui ne s'est pas passé comme ça devait se passer, ça peut laisser des traces et des stress qui s'accumulent. Et donc, le patient peut avoir besoin de cette technique pour un peu nettoyer et bien ranger au bon endroit dans son cerveau les événements de la vie qu'il a eus. Quel relais entre l'hôpital et le retour à la vie? Parce qu'il est évident que l'hôpital ne peut pas suivre pendant 20 ans un patient cancéreux, mais probablement il y a des traumatismes qui restent et il y a probablement des transferts à faire vers d'autres structures à l'extérieur. Est-ce que ceci est encore une difficulté par manque de moyens externes ou Alors c'est une difficulté dont on travaille beaucoup. Il y a la Fondation Cancer qui est présente.
Après, effectivement, dans tout ce qui est gestion des traumatismes, il y a de plus en plus de psychologues, de psychothérapeutes formés à la technique de l'EMDR. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, les psychothérapies ne sont pas remboursées par la CNS. Donc, les patients n'ont pas non plus les moyens pour pouvoir subvenir à aller consulter quelqu'un par la suite, parce que tout le monde n'a pas repris le travail. Donc, nous, on essaie de proposer ici à l'hôpital une prise en charge ambulatoire encore assez longue, au moins l'année qui suit la maladie, parce que c'est vraiment là que se présentent encore les premiers symptômes. Et ensuite, quand toute la maladie a été globalement travaillée et qu'il y a d'autres choses qui peuvent survenir, à ce moment-là, on oriente directement vers un confrère à l'extérieur. Mais c'est sûr que, voilà, à l'extérieur, il n'y a pas toutes les possibilités, parce que tout n'est pas accessible au niveau du patient, malheureusement, et de sa famille. Ouais, et le patient est obligé de reprendre son histoire. Tout à fait. Il n'a pas toujours envie de reprendre oui. Et de revivre en passant avec un autre thérapeute. Puis c'est une question de confiance. Il se sent en confiance. C'est assez ambivalent. Il se sent en confiance avec l'hôpital et en même temps, il veut partir de l'hôpital. Oui. Et donc, c'est ça qui doit trouver le juste milieu pour... voilà, et on doit l'accompagner à quitter l'hôpital parce que c'est important qu'il fasse son chemin et qu'il puisse avancer à l'extérieur et reprendre sa vie d'avant l'hôpital. Exactement. Je vais reposer une question par rapport à la diététique. Comment ça se passe à l'extérieur? Parce que vous voyez, les patients au décours des hospitalisations... Je les vois, les patients donc, en hospitalisation, ici à l'unité 23, je les vois à la 23HS, donc à l'hôpital de semaine, et je les vois aussi en ambulatoire lorsqu'ils viennent en chimiothérapie à l'hôpital de jour. Ensuite, ils ne sont pas encore très bien, ils sont pas encore très bien suivis au niveau de l'extérieur. Ici, je n'ai pas de consultation après pour le suivi si le patient ne vient plus. Quelques patients, j'ai encore des contacts par mail, mais il n'y a pas de consultation systématique. Alors à ce moment-là, si le patient le désire, je donne en général les coordonnées de l'ANDL et des numéros de consoeurs ou de confrères. Parce que la réhabilitation est bien plus longue que la date de la fin de la chimiothérapie. Tout à fait. C'est pour ça que je vois régulièrement les patients, souvent même à l'hôpital de jour. Quand je revois les patients, je vois le nom sur la liste des patients, je vais les voir. Je n'attends pas forcément qu'ils me contactent. Il y a un suivi que je fais régulièrement et je leur donne des conseils. En général, ils ont tous mon adresse mail. Ils peuvent m'envoyer des mails. Je réponds aux mails, bien sûr. Et je fais en sorte qu'ils aient tous les conseils pour repartir après et que ça se passe bien. Ça, c'est très bien. Alors, Marie, en dernier, notre petite fée, comme esthéticienne, parce que finalement, le cancer et surtout les traitements oncologiques font qu'on perd sa personnalité. On perd sa personnalité parce que le corps est complètement, en dehors de la fatigue, est complètement modifié. Modifié aux yeux des autres et à ses propres yeux. Oui, avant tout à ses propres yeux. Et déjà en premier à ses propres yeux, de ne pas se reconnaître dans la glace. Tout à fait. Et il y a un très grand travail à faire. Oui. Et d'autre part, il y a aussi le travail de prévention d'un certain nombre d'effets secondaires, des traitements pour lesquels tu as de bonnes recettes et de bons conseils pour éviter et pour minimiser ces effets secondaires des traitements. Donc, est-ce que tu peux nous parler donc, en fait, moi, mon rôle premier, c'est la prévention des effets secondaires au niveau cutané, au niveau des fanères. Maintenant, la première rencontre avec une patiente, c'est toujours l'explication des effets secondaires qui peuvent subvenir, en étant aussi réservé, parce que tous les effets secondaires ne viennent pas chez toutes les patientes et pas au même moment pendant les traitements. Donc, je pense qu'il faut garder une certaine réserve aussi par rapport à ça. Maintenant, c'est clair que je donne toutes les informations pour le soin des ongles des mains, les ongles des pieds, être attentif à sa peau, bien sûr, bien hydrater la peau, c'est très très important tout au long du traitement. Et bien sûr, il y a des effets secondaires spécifiques en fonction du traitement. Donc, mon rôle est principalement de prévenir la patiente, d'utiliser des produits adaptés, de prendre vraiment du temps pour elle et
d'accepter aussi certaines phases qui font partie de l'évolution de la maladie. Pour ça, je suis bien accompagnée par les psychologues, ça aide beaucoup. On travaille souvent de concert quand même, et aussi les infirmières. Bien sûr, moi, je ne viens jamais dans une chambre par moi-même, je suis toujours contactée soit par les médecins, soit par les infirmières, les psychologues, les aides-soignantes, les kinés, les diététiciennes, ça arrive aussi. Enfin, voilà, moi, on me contacte via différents biais, mais je ne viens jamais au chevet du patient comme ça. Je suis toujours invitée par l'équipe soignante. Ça a du sens. Je trouve que c'est important. Ça nous permet vraiment d'accompagner au mieux le patient et de le voir dans sa globalité. Parce qu'il faut savoir qu'au-delà de la prévention au niveau des soins, je fais aussi tout ce qui est soins esthétiques, donc tout ce qui est soins visage, manucure, pédicure, massage de relaxation. J'apprends aux patients à redessiner leurs sourcils. Je donne des produits. Il y a quand même tout un suivi tout au long du traitement. Je propose à la fin des traitements toujours de revoir la personne au moins une fois, si elle le désire, bien entendu. Et je laisse mon adresse mail parce qu'il y a tout ce qu'on appelle les effets retard des traitements chimio. Et ça, je pense que c'est très important de les prendre en charge aussi. J'ai des patientes qui la chimio se passe bien, il n'y a pas de souci au niveau des ongles, il n'y a pas de souci au niveau de la peau, elle se prend bien en charge, mais nous avons des effets retard qui sont parfois bien plus importants que les effets pendant le traitement. Donc voilà, mon rôle est tout au long de la maladie, tout au long du traitement, mais après aussi. Donc les patientes ont toute mon adresse mail et peuvent me contacter par la suite. Bon, ben merci beaucoup. Voilà. En tout cas, on voit que vous travaillez tout ensemble. Et ça, c'est vraiment la transdisciplinarité telle que je la décris. Et en tout cas, je pense qu'au témoignage des patients, c'est quelque chose qui est particulièrement bien adapté à leur demande. Donc, je vous remercie beaucoup de vos interventions. Merci à vous. J'espère que l'année prochaine, si le Covid disparaît, on pourra présenter une journée de conférence pour la journée mondiale du cancer. Merci à vous. Merci beaucoup.